Bien, alors, je continue, l'espèce de petit travail que j'avais lancé. L'idée, c'est, pour les étudiantes qui ne peuvent pas suivre le cours, qui passent en finale, plutôt que de vous envoyer des PDF, sur Moodle, j'ai pensé que ce serait mieux de faire des vidéos à l'arrache. Donc il y a un décor improbable, ma coiffure de confinement volontaire, poursuivie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux dire, s'il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, c'est juste un cours, hein. Alors, on va commencer, le cours d'aujourd'hui s'intitule «Il n'y a pas de petit sexisme». Une sorte de phrase, vous voyez? «Il n'y a pas de petit sexisme». Alors, je vais partir, de l'objet principal, qui m'a servi pour ce cours, c'est Hollywood, hein, c'est les dinosaures et les Godzilla et toutes les bêtes comme ça, que produit, la firme, enfin, c'est pas la firme, que produit Hollywood, le multiples firmes qui sous-tendent Hollywood. Alors, effectivement, quand vous regardez Jurassic World, ce chef-d'œuvre, impérissable, à la fin, on a l'impression que c'est Indomina, c'est-à-dire Indominus, mais je vais dire Indomina, qui reste toute seule sur l'île. C'est ce que j'ai compris la première fois que j'ai vu le film, peut-être avec pas trop d'attention. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être si c'était Indomina? Eh bien, ça représenterait le peuple indien décimé. Vous voyez, les survivants et survivantes qui sont condamnés à s'étioler dans les réserves, et finalement, je me suis demandé si Indomina, cette bête terrible, seule sur l'île, dans une réserve, hein, en fin de compte, c'est-à-dire que l'espace un petit peu ludique du parc d'attractions, s'était remplacé finalement par une réserve, autre réalité typiquement américaine. Bon, quand je dis américain, je devrais dire états-unien, mais vous avez compris. Bon, Indomina, finalement, est-ce que c'est le retour du refoulé états-unien, la conscience coupable d'avoir exterminé tout un peuple? Vous voyez comme on peut délirer, hein, parce qu'on a mal compris un film. Elle est toute seule dans une réserve, mais elle est puissante, c'est la terrible bête, elle maîtrise la jungle, et c'est le wild, et on sent qu'elle va revenir pour se venger. Sauf que je me suis trompé, en effet, Indominus, ou Indomina, a été tué par le T-Rex et ses copains, particulièrement l'improbable mosasaure gigantesque. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure d'emblée? Ben, peut-être déjà, aucun film hollywoodien ne laisse vivre un Indien ou une Indienne. Bon, ça, c'est tout le problème de la propagande d'Hollywood. Hollywood, arme de propagande massive, un livre paru en 2018 par Pierre Conesa. Donc, on reviendra là-dessus. Hollywood est fait pour montrer que les victimes sont les coupables, hein. En gros, c'est ça. Alors, donc, on ne peut pas dire qu'Indomina représente le drame poignant d'être la seule de son espèce, qu'elle est la survivante unique et condamnée, et pourtant, c'est tentant, parce que parmi les figures de dinosaures, il y en a une qui revient sans arrêt, c'est la bête à connotation générale plutôt féminine, la seule qui reste. Vous voyez, elle est la seule au monde. Alors, vous avez l'exemple de la vieille brontosaure dans Dinosaures de Disney, une sorte de créature de Frankenstein. Vous voyez, une créature seule, sans compagne, sans compagnon, la solitude totale. Pensez aussi à Nessie, la solitaire du lac. Alors, Nessie, c'est féminin. Tout le monde, bon, vous dites c'est The Monster, c'est en anglais, c'est pas forcément féminin. Si, il y a plein de connotations qui font que Nessie n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, un surnom masculin, mais bien un surnom connoté féminin. Et je pense aussi à la pauvre animale marine qui, depuis 1 million d'années, bon, là, je pense que l'auteur n'a pas été, enfin, y aller à la louche, comme on dit, bon, on n'a pas vraiment respecté, disons, c'est pas 1 million d'années, hein, c'est beaucoup plus que ça. Bon, l'auteur, c'est qui? C'est Ray Bradbury, dans une nouvelle qui s'intitule The Beast from, je vais pas dire ça en anglais, 20 000 Fathoms. Alors, The Beast from 20 000 Fathoms, j'adore dire comme ça. Bon, c'est une nouvelle qui a été publiée en 1951, et vous voyez, on traduit la bête qui vient des profondeurs, de la bête des profondeurs, etc. Ça vous dit quelque chose, hein, c'est un film. Alors, la nouvelle a été reprise sous un autre titre, The Foghorn, autrement dit la corne de brume, à cause de ce film qui avait racheté les droits à Ray Bradbury. Vous voyez l'histoire au début, il avait écrit ce conte, je veux dire, il l'avait écrit sous le titre qui est devenu celui du film, et du coup, il a vendu les droits du titre et il a refait
un autre titre. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une pauvre bête, une pauvre animal marine, donc qui depuis 1 million d'années, c'est-à-dire 250 millions d'années, mais enfin peu importe, cherche éperdument un ou une congénère. Et la bête croit trouver sa congénère ou son congénère quand sonne la corde de brume qui imite son cri de désespoir, mais il n'y a rien. La bête est seule pour l'éternité. Donc ça aussi, c'est un thème qui va revenir. Hein. La bête, un peu à connotation plutôt féminine, seule pour l'éternité. Alors, si on revient au film, oui, là on est en train d'hésiter dans l'histoire de genre, est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin? Si on revient à ce film, toujours le même, hein, pour l'instant, Jurassic World, le problème c'est que le T-Rex est censé être une T-Rex, que Indominus est censé être une Indomina. Alors ça c'est un problème qui va revenir tout le temps, c'est que dans les histoires de Jurassic machin, Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic 1, 2, 3, etc., en fait, normalement, les dinosaures sont des femelles. Et oui, sinon l'intrigue ne tient pas. Alors, on va prendre le roman de Michael Crichton, qui a servi, pour une fois, prononçons-le à peu près correctement, bon, qui a servi de scénario à Jurassic Park. Or, dans ce bouquin, toutes les animales sont des femelles. Ce sont des animaux et non pas des animaux. Alors l'idée, c'est que les pauvres femelles ne peuvent rien sans les mâles, elles en ont besoin pour se reproduire, c'est tellement important les mâles. Et pourtant, grâce aux vidéos de Castor Moser, on sait bien que les lézards à queue en fouet se reproduisent entre femelles. Sans parler des rotifères bdelloïdes, oui, rotifères bdelloïdes, espèce de petites bestioles toutes petites comme ça. Alors il y a une espèce qui s'appelle Philodina roseola et elle se reproduit par clonage. Depuis combien de temps? Dites un prix, 85 millions d'années sans la moindre intervention d'un mâle. Alors, tout le monde dit ah mais c'est pas possible, etc. Mais on peut pas. La reproduction asexuée vouée à l'échec. Elle ne peut pas se maintenir longtemps, un peu, oui, mais pas longtemps. Bon, ça fait quand même 85 millions d'années. Alors, je vous renvoie pour ces deux références à Castor Moser. Les mâles sont-ils indispensables à la reproduction? C'est une vidéo YouTube du 18 mai 2017 où notre autrice, notre blogueuse scientifique, une des rares blogueuses féminines scientifiques, montre que les lézards à queue en fouet se reproduisent par parthénogenèse télitoque, c'est-à-dire qu'ils ne produisent que des femelles. Donc, on trouve aussi cette Philodina, hein, on va l'appeler par son petit nom, la fameuse rotifère bdelloïde dans le roman Second Vincent de Christian Garcin, paru en 2014. Je corrige là une petite erreur, c'est bien depuis 85 et non 35 millions d'années que la dite eucaryote se reproduit sans mâle. C'est une eucaryote, c'est ni une bactérie ni une archée. On reviendra là-dessus si ce n'est pas clair cette histoire. C'est assez simple, hein. Mais une eucaryote, normalement, ça ne peut pas trop se reproduire sans mâle. Bon, ben si, voilà, depuis 85 millions d'années. Je vous renvoie également à Olivia Judson, Manuel d'éducation sexuelle à l'usage de toutes les espèces, qui a été traduit de l'anglais en 2002 et publié en 2004 aux éditions du Sol, pardon, pas du Sol, aux éditions du Seuil. Donc, ce bouquin est extraordinaire parce que vraiment, c'est d'une drôlerie absolue. C'est des animaux et des animaux qui écrivent au docteur Tatiana, qui leur donne des conseils pour leur vie sexuelle. Et c'est extraordinairement amusant et extraordinairement dérangeant. Quand, par exemple, un mâle dit « Oui, bonjour, je suis un mâle de telle espèce, j'appartiens à un harem ». Autrement dit, ça y est, c'est le mâle qui est dans le harem, ce n'est pas les femelles. Vous voyez, c'est intéressant. Alors du coup, revenons à Michael Crichton, qui est tout sauf féministe. Hein. Encore qu'il a fait quelques efforts, on le verra dans les romans qui suivent. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est à Jurassic Park, le premier roman qu'il a écrit en même temps, plus ou moins que le film, sous l'influence de réalisateurs hollywoodiens. Alors, l'idée du roman, c'est sexiste, c'est l'idée de rétablir l'équilibre, la
complémentarité entre mâle et femelle. Donc, une idée manif pour tous à fond. Nous sommes tellement complémentaires, nous, les mâles et les femelles. Oh là là, les mâles finissent par réapparaître. Heureusement, les dinosaures se reproduisent. Yes, dire qu'on a failli déséquilibrer la nature. Alors, voyez comment dans le roman de Crichton, en gros, l'histoire, c'est que les bêtes, c'est toutes des femelles, mais les pauvres petites sans mâle, mais elles vont crever la gueule ouverte et du coup, par des miracles narratifs divers, voilà les mâles qui reviennent et c'est le bazar en fait concrètement et l'action démarre avec tous les dinos qui veulent croquer de l'humain parce que ça semble être délicieux. Alors du coup l'histoire des dinos femelles, eh ben, c'est compliqué parce que dans Jurassic Park, notre auteur Crichton concède certes que tous les animaux sont des femelles, mais il précise, alors là je vous cite en traduction, ouverture de la citation, nous avons tendance à considérer certains d'entre eux comme des mâles. C'est le cas du Tyrannosaurus rex et nous disons il en parlant de lui. Texto, alors je vous donne la référence si vous ne croyez pas, c'est dans la traduction française de 1992, page 146-147. Donc, allez voir si vous ne me croyez pas et si vous tombez de tout votre haut, ben si, c'est comme ça. Hein. Alors, c'est pareil pour le mâle Godzilla en sein dans le film Godzilla de 1988. Vous dites, waouh, un mâle en sein, qu'est-ce que c'est queer, ça va être formidable. Bon, ben pas du tout, hein, pas du tout, je suis désolée de vous décevoir. Donc, il a beau avoir des petits, c'est un mâle, parce que le T-Rex ou le Godzilla, c'est le mâle suprême, le roi, le tyran, le boss. C'est donc la puissance de l'Amérique du Nord qui écrase Indominus, l'Indien Minus, si on va par là. Aucun remords, aucun regret. Hollywood a toujours fait ça. Les cow-boys écrasent les Indiens et ils ont bien raison car les Indiens sont fourbes et méchants. Ça, c'est tous les westerns que vous voulez, n'importe lequel. Alors, c'est sûr que Godzilla, vous allez dire, il gagne pas vraiment. Il se fait tuer dans tous les films. Bon, sauf quand il devient le sauveur des USA. Il y a même un film où c'est King Kong, hein, le sauveur des USA. Les gens n'ont peur de rien. Bon, personne n'a peur de rien à Hollywood. Hein. Alors, mais en fait, dans Jurassic World, revenons sur cette femelle problématique, Indominus. Alors, elle s'appelle Indominus, le nom ridicule par excellence. Bon, elle se croit très forte, la bête, et elle a tort. Bon, parce qu'elle a un nom idiot, ça commence comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé sa sœur. Ah, l'abominable. Elle maîtrise l'art du camouflage. Elle est fourbe. Elle est dangereuse. C'est l'image de la femme avec un grand feu. La femme avec un grand feu. Mais heureusement, à la fin, Rex ex machina, le vrai chef, le boss alpha, le roi des rois, il déboule et il montre à la femelle qui est le maître. Alors, vous voyez, c'est un peu redoublé dans l'action par le gars à la moto, l'espèce de cow-boy des dinos, qui dit à Claire de se taire et d'obéir. Et vraiment, on a là, c'est ce timing of the timing of the show, disons la mégère apprivoisée de Shakespeare. Et Claire, à ce moment-là, elle perd complètement son énergie. Elle se met à se tordre les mains, à dire mon Dieu, elle admire son petit copain. Et puis il y a des espèces de gamins hyper normés, tête à claque, hein, ses deux neveux qui les engagent, qui disent ah, t'as vu que merveilleux ton copain. Enfin bon, bref, hétéronormativité à fond, ça repart, c'est Hollywood. Voilà, c'est vrai. Alors pourtant, vous allez dire, ah ben quand même, c'est elle qui a le courage de libérer le T-Rex. Et là, j'insiste sur un point hollywoodien très important. On croit qu'elle est une héroïne parce que d'un seul coup, elle se met à courir sur ses petits talons pour aller libérer le T-Rex, rajouter des dents, comme tous ces gens-là veulent plus de dents. Hein. C'est Hollywood, que voulez-vous, il faut des dents à Hollywood, c'est la base. Bon, et du coup, on pense que c'est une femme forte, ça va être formidable. Mais remarquez dans le film, elle n'a jamais de fusil, c'est le mec qui tient les armes. Et puis à un moment, elle déchire sa chemise pour faire moi Jeanne, toi Tarzan. Et le mec, ça le fait rigoler car elle est en talon aiguille. Donc, vous voyez, il la rabaisse à son rang de femme. Hollywood, c'est super sexiste. Que crève la femelle devant le mâle dominant? Et d'ailleurs, tout le monde n'arrête pas de répéter le mâle alpha, le mâle alpha. Alors, il n'y a rien de plus con que le mâle alpha. Je prends l'exemple des chiens que je connais pas mal. Le mâle alpha chez les chiens, c'est de l'éthologie d'arrière-grand-papa. C'est des conneries absolues. Il n'y a pas de mâle alpha. Même pour les loups, oui, on dit tout le temps ah, le couple alpha. Alors là, on concède une femelle parce que, évidemment, elle va être sous la domination du mec loup. Bon, ben, en réalité, c'est nul. Si on regarde de près, on s'aperçoit que
les meutes, c'est en fait des parents, des enfants de première génération et des enfants de deuxième génération. Et au bout d'un moment, les premiers enfants partent, les deuxièmes restent, il y en a d'autres, etc. Autrement dit, c'est complètement idiot de parler de mal alpha. C'est même pire, quoi. C'est plus qu'idiot, c'est désuet, c'est pas à la mode. Je sais pas comment dire. Alors, petite parenthèse, il n'existe aucune hiérarchie de dominance chez les chiens. Ce préjugé vient d'une étude gauchiste sur des loups en captivité. Dans la nature, chez les loups et les louves, il n'y a pas de dominant ou de dominante, il n'y a pas de leader suprême, il n'y a pas de disciples soumis, soumises et tremblants. Les loups et les louves, c'est une famille soudée et coopérative. Et c'est pour ça qu'ils nourrissent les petits. Enfin, bon, ils ne sont pas dominants, ils sont responsables. Hein, c'est des parents, quoi. Et c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Bon, bref, ça, vous trouvez tout ça dans Animal Behavior and Welfare, sous la direction de Nat Varan à l'Université d'Édimbourg. C'est un cours en ligne sur la plateforme Coursera. Et c'est le chapitre, enfin, c'est pas vraiment des chapitres, vous voyez, c'est la vidéo intitulée The Alpha Dog, qui montre que tout ça, c'est absolument idiot. Alors, du coup, on ne peut qu'être frappé de voir qu'à longueur de temps, dans ce genre de film hollywoodien, il y a toujours un imbécile qui dit regardez le mal alpha. Enfin, bon, donc ça en dit long sur le caractère désuet. Et puis, bon, comment dire, vraiment pas à la page, comme on disait dans mon jeune temps, de tout ça. Alors, du coup, bon, vous voyez, à la fin, un dominala géante se fait mater par un petit T-Rex, certes aidé par des bestioles marines fortes et énergiques, et vous n'êtes pas sans savoir que le T-Rex, c'est le préféré de votre petit cousin. Et quand il était gosse, on lui lisait Histoire de dinosaures à lire à mon petit garçon dès 3 ans. Alors, ce bouquin, là aussi, c'est complètement sidérant. C'est un texte paru en 2013 qui fait partie de toute une collection à lire avec mon petit garçon. Ah là 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 là. Et ce qui est étonnant, c'est que le sexisme mais, violent du truc n'offusque personne. Alors, j'ai regardé les commentaires Amazon. Alors, les gens sont très très contents. Ils disent oh là là, mon petit garçon, qu'est-ce qu'il est content de lire ça. Oh là là, il est ravi. Mon petit garçon ne cesse de jouer au T-Rex. Enfin, vous voyez, vous avez les mères patriarcalisées, complètement idiotes, à contempler le petit mâle et sans aucune réflexion sur le monde et la violence symbolique du monde. Et bon, c'est vraiment une collection, c'est à chier, quoi, avec l'association des garçons et des dinosaures. Et c'est un cliché ancien. Alors ça, on va le voir longuement. Et je vous renvoie d'emblée d'ailleurs à un article excellent paru dans le colloque Dinomaniac de 2015 à Mulhouse. Le texte a été revu en 2018. L'auteur, c'est Patrick Pecat, P-E-2-C-A-T-E, et il cite un magazine de 1911 qui s'intitule Boy's Life, et ça déborde de dinosaures et d'Indiens. Intéressant. Encore une fois, les dinosaures et les Indiens, ça c'est une sacrée thématique, hein, on ne croirait jamais comme ça que les dinosaures et les Indiens sont à ce point associés. Mais donc, le cliché de l'association des garçons et des dinosaures, c'est pas jeune comme vous le voyez. Alors, effectivement, si vous avez traîné sur Amazon, vous trouvez un pyjama dinosaure avec la mention suivante garçon, pyjama, ensemble 100% coton dinosaure, entre parenthèses 5 étoiles. Amusez-vous à chercher dinosaures pour garçons sur Internet et vous trouvez boxeurs, chaussettes, t-shirts, déguisements pour garçons, c'est précisé. Hein. Donc, j'invente rien, hein, c'est mentionné dans les sites, etc. Les gosses, les garçons regardent d'envers le dernier dinosaure. Vous avez 4 garçons super, une fille odieuse, et ça a été refait récemment en 3D. Bon, je ne sais pas quel est le succès de tout ça, etc. Et bon, vous avez des tas de docu-fictions aussi avec un dinosaure mâle à qui on donne un prénom du genre Patch ou Patchy, je ne sais pas pourquoi ils disent toujours ce nom-là. Donc, le dino entame une vie pleine de rebondissements, d'amour hétérosexuel, de reproduction et de domination naturellement masculine. Et à la fin, il devient un grand beau mâle qui aura su surmonter tous les obstacles de la survie. Donc, vous dites, oh là là, mais on est super loin du féminisme, là ça ne va pas du tout. Hein. Alors, bon, cette histoire de petits dinosaures masculins dans les documentaires, je vais peut-être citer ça de façon peut-être un peu plus précise.
Alors, par exemple, je vous présente Patch, un troodon mâle. Donc ça, c'est un dinosaure théropode carnivore. On verra ce que c'est en détail après. Bon, bref, une bestiole réputée très intelligente. Alors, c'est dans le documentaire, s'appelle, enfin le documentaire si on veut, hein, ça s'appelle La Grande Marche des dinosaures et c'est de Matthew Thompson en mai 2011 avec 85 minutes de pur bonheur. Vous avez aussi un autre Patch qui c'est alors ça c'est un Pachyrhinosaurus mâle, donc ça c'est un petit dinosaure herbivore et il est sauvé par son père et il sauve son frère, entre autres âneries anthropocentrées. Donc ça c'est Sur la Terre des dinosaures, un film de Neil Nightingale et Barry Cook 2013 qui dure 1h27. Alors, il y a également un film en 3D qui s'appelle Dino King en 2012. Le héros, c'est un tarbosaure accompagné de sa famille. La famille. Bon, il affronte le T-Rex pour devenir le grand Manitou et il s'appelle bien sûr Patch. Alors bon, vous voyez, on est loin de tout ça, mais on est vraiment loin comment dire, du féminisme. Vous dites, mon Dieu, mais où est-on là? On est au milieu des patchs, des patchis, de ces dinosaures hyper genrés et puis surtout hyper socialisés dans une famille patriarcale traditionnelle. Papa, maman, la bonne et moi, on dirait du Freud de la belle époque. Et puis vous avez, comment dire, dans la sociologie la plus simple, c'est même pas ça, vous avez les gosses qui récitent toute la litanie des noms de dinos. Alors, il y a ça dans Jurassic Park, le petit gamin tête à claque de Jurassic Park, il sait par cœur tous les noms de dinos, et tout le monde est à genoux devant tant d'intelligence, et tout le monde dit, oh, mon petit garçon va devenir un grand scientifique, je fais tout ce que je peux pour l'orienter dans la bonne filière, parce que c'est important pour un garçon de bien gagner sa vie plus tard. Donc voilà, si on résume, on est arrivé au fond de la piscine, là, hein, avec notre petit pull marine. On se demande comment une fille va arriver à devenir paléontologue avec tout ça. Les filles ne disent rien, elles n'ont pas droit aux dinosaures. Les mères veulent qu'elles fassent un métier féminin, autrement dit qu'elles se dévouent à un sacerdoce sous-payé. Alors du coup, elles sont obligées de ruser, de cacher les choses, alors que la mère aide le fils à passer tous les examens, à faire tous les dossiers. Pendant ce temps-là, on qualifie la fille, on dit ah ben, elle a un bon niveau pour une fille, elle est appliquée, elle est tâcheronne, elle est consciencieuse. Elle n'a aucun génie, bien sûr, puisque c'est une fille. Et à la fin, elle surprend tout le monde en obtenant une bourse à l'université de l'Alberta et elle va travailler pour de vrai avec des vrais dinosaures. Vous voyez, c'est dur hein, d'être une fille dans le milieu des dinosaures. Il faut subir le mépris inconscient des profs envers les filles. Il faut avoir de très bonnes notes comme si c'était par hasard. Il faut rester modeste. Il faut laisser la préséance aux frères. Ne pas déranger les préjugés et faire tous ces dossiers de bourse en secret et seul, sans aucune aide. Mais après, bon, tu as les vrais dinosaures au lieu d'avoir ceux d'Hollywood, comme les garçons qui continuent sur la lancée, qui se font avoir, hein, qui sont sacrément avoir, en fin de compte, quand on y réfléchit. Vous avez les vrais dinosaures, ceux des Badlands, de la formation Morrison. Alors, vous racontez à votre famille que c'est beaucoup moins sexy, mais en réalité, c'est merveilleux, les vrais os de dinosaures, et c'est peut-être mieux que dans les films. Alors, pour conclure cette vidéo, on peut quand même dire que le genre, ça joue énormément, puisque là, j'en suis arrivé à une espèce de tableau apocalyptique. D'un côté, la fille qui a fait ses dossiers toute seule et qui a réussi à choper un poste dans un endroit où il y a des super beaux dinos, et le garçon qui est devant la télé avec son popcorn, et il est tout aussi assigné par son genre que la fille. Vous voyez, l'assignation de genre, ce n'est pas uniquement les femmes, la question du féminisme et tout, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez des assignations hommes et des assignations femmes qui vont supposer un certain nombre de trucs. Donc, j'ai pris l'exemple des dinosaures parce que c'est tellement énorme, tellement frappant, tellement étonnant quand on y pense. Mais on aurait pu prendre n'importe quel exemple. C'est simplement pour vous montrer comment fonctionne le système de genre qui oppose assigné homme et assigné femme. Alors, pas l'ombre d'une biologie là-dedans. Tout le monde s'en fout absolument de la biologie. Tout le monde est là à vous rameuter la biologie, à dire ah, gna, 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 gna. Les femmes, elles ont un gène du ménage, elles ont un gène de la couture. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les blogs, crochet, couture, cuisine. Wouhou. Bon, d'accord. Alors que les blogs mecs, scientifiques, ouais, on va vous raconter l'histoire de la Terre, etc., etc. Bon, tous ces préjugés viennent de l'assignation de genre. Et c'est principalement ça dont on va parler.
le fait d'être, dans mon histoire, le fait d'être assignée fille a pu empêcher des tas de filles de faire de la paléontologie, et le fait d'être assigné homme a pu réduire beaucoup de garçons à rester devant la télé, à regarder Jurassic Park. Donc, vous voyez, c'est quand même ça qui est triste. Et l'assignation de genre, vous comprendrez très vite pourquoi ça coupe les ailes et ça détruit les possibilités des êtres vivants, des êtres humains notamment, parce que les autres bêtes n'ont pas d'assignation de genre. Hein. Du moins, on ne sait peut-être pas. Mais... Alors nous, on projette nos trucs, on dit, ah, le mâle dominant, le chef de la troupe, on n'a rien compris, rien, tant qu'on n'a pas compris ce que c'était que cette assignation de genre typiquement humaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on continue la prochaine fois.